Bienvenue à la conférence de presse de lancement de la campagne internationale One Ocean Science. Merci à toutes et à tous de votre présence. Cette conférence de presse est organisée par l'IFREMER, l'IRD et le CNRS en amont de la COP26 et du One Ocean Summit. One Ocean Science a reçu le soutien de la plateforme Océan et Climat et de l'astronaute de l'ESA et commandant de la Station spatiale internationale Thomas Pesquet pour nous présenter aujourd'hui cette action inédite qui rassemble 37 organismes de recherche en sciences océaniques de 33 pays dans le monde. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir François Houllier, président directeur général de l'IFREMER, Valérie Verdier, présidente directrice générale de l'IRD, Alain Schul, directeur général délégué à la science du CNRS, Virginie Thierry, chercheuse en océanographie physique à l'IFREMER, Laetitia Edouin, chercheuse en océanologie biologique et environnement marin au CNRS, et Yun Shin, chercheuse en biologie marine à l'IRD et présidente du conseil scientifique du programme prioritaire de recherche Océan et Climat. Donc, pour vous expliquer, la conférence se déroulera sous forme de présentation pendant à peu près 25 minutes, puis nous aurons une demi-heure de questions-réponses. Vous pourrez, les journalistes, donc, lever la main en cliquant sur l'icône réaction qui est en bas dans le bandeau noir et prendre la parole pour poser vos questions en précisant votre média, si ce n'est pas inscrit dans votre nom de participant, et la personne à qui vous souhaitez vous adresser. Donc, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur François Houllier. Bonjour, merci Julie pour cette introduction. Comme Julie Danet vient de dire, nous sommes à une semaine de la COP26 qui va se dérouler à Glasgow. Et nous savons tous que l'océan est un enjeu important pour cette COP. Et nous savons aussi que l'océan n'est entré finalement dans les négociations sur le climat qu'à la COP 21 à Paris il y a maintenant 6 ans. Et c'est dans ce contexte que nous avons souhaité, le CNRS, l'IFREMER, l'IRD, montrer que les sciences océaniques sont essentielles pour comprendre le système climatique, mais aussi pour lutter contre le dérèglement climatique. Bref, nous avons voulu montrer que Ocean Science matters. On a aussi voulu montrer que c'était un enjeu collectif mondial, et c'est pour ça que nous avons organisé ce tour du monde digital des sciences océaniques et du climat. Alors, pourquoi c'est intitulé One Ocean Science ? D'abord parce que l'océan, mais aussi la science sont deux biens communs. Ensuite, parce que l'océan, il n'y en a qu'un. Nous savons qu'il est unique et connecté. Alors, il baigne des rivages de pays différents, avec des écosystèmes qui peuvent être différents, mais il y a un seul océan. D'où cette idée de One Ocean Science. Pour montrer que c'est bien un enjeu collectif de portée mondiale, nous avons souhaité, l'IFREMER, le CNRS et l'IRD, solliciter des établissements de recherche sur l'ensemble du globe qui étaient impliqués dans les questions de recherche marine et qui pouvaient porter un témoignage sur l'importance de ces sciences. Et donc, comme ça a été dit par Julie Danet, on est particulièrement heureux qu'au-delà de nos 3 établissements, 34 autres institutions venant de 33 pays se soient mobilisées pour ce tour du monde digital. Alors, ce tour va vous être illustré dans un instant, mais l'idée générale que nous avions était qu'il ne s'agissait pas de scientifiques se parlant entre eux, mais qu'il fallait bien que ce soit des scientifiques qui parlent des recherches qu'ils font, des connaissances qu'ils ont, des solutions qu'ils esquissent, ou qu'ils ont même déjà proposées, et qu'ils en parlent au grand public. Donc, l'idée générale était bien de s'adresser à l'ensemble du grand public. Et je pense que tout à l'heure, Alain Schul, quand il parlera de la place de cet événement par rapport au programme prioritaire de recherche Océan Climat, insistera bien sur le fait que l'appui fourni par le PPR est bien au titre de cette interface entre les scientifiques d'une part et la société d'autre part. Et puis, ça a déjà été indiqué par Julie Danet, mais je tiens à remercier la plateforme Océan Climat pour sa contribution. La POC a notamment permis de faire en sorte que cet événement One Ocean Science, ce tour du monde digital, ouvre la semaine prochaine la journée Océan qui aura lieu à Glasgow. Je tiens à remercier évidemment aussi l'Agence spatiale européenne et puis Thomas Pesquet pour le témoignage qu'ils apportent et le soutien qu'ils apportent à ce projet. Vous indiquez enfin que ce tour du monde digital a été labellisé décennie des Nations Unies au service
pour les sciences océaniques au service du développement durable. Alors, comme l'expression « tour du monde digital » peut laisser parfois un peu perplexe, on a pensé qu'il était important, d'une part, de soutenir notre propos par une courte vidéo manifeste que je vais maintenant présenter, puis ensuite, je crois que Julie Denet aura l'occasion de nous présenter rapidement ce que c'est que le site avant que les exposés se poursuivent. Je propose donc de lancer la vidéo manifeste. The ocean. From the child splashing in the waves, to the explorer diving into the deepest abyss, the ocean connects us, unites us, makes life possible for each inhabitant of this planet. It covers more than 70% of our blue planet, just like our body is made up of 70% of water. But make no mistake, it's not just a postcard or a grocery store. It lives, breathes, evolves, and suffers. Everything that lives, not just humans, depends on it. Our lives are intertwined. One way or another, we are the ocean. Listen, and let us be clear. We are the ocean. And yet, we tend to dismiss it. We turn our backs on the ocean, but our future depends on its health. We scientists are working hard to build a safer, healthier, resilient tomorrow. We don't just produce data, we build the world's most reliable source of knowledge to preserve the ocean. To fight climate change, we must save the ocean. Because without science, there is no future. Simple as that. And this is why we are here today. To create that critical wisdom and nourish our spirits to preserve the Earth's life support. This is a wave. A giant one. One Ocean Science. Merci beaucoup, Monsieur Ollier, pour ce portrait de One Ocean Science qui nous permet de mesurer l'envergure et l'ambition de cette campagne internationale. On va maintenant voir une courte vidéo pour vous montrer le site internet en quelques secondes, le site One Ocean Science sur lequel vous pouvez aller d'ores et déjà. Il est ouvert depuis quelques minutes. Donc, vous découvrirez d'abord, voilà, on y arrive, donc l'aspect international de la campagne. Vous découvrirez d'abord la vidéo de Thomas Pesquet, commandant de l'ISS, qu'il a réalisée à bord de la station pour soutenir One Ocean, puis la série de 37 des vidéos des 37 organismes participants qui expliquent à travers des exemples très concrets comment les scientifiques dans le monde travaillent à mieux comprendre les liens entre l'océan et le climat et à développer des solutions pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce site internet au sortir de la conférence. Et là, on voit la liste des pays. Voilà. Donc, passons à la science. Donc, le changement climatique impacte l'ensemble de notre planète, aussi bien l'océan physique et les grands courants océaniques que la chimie de l'eau ou encore la biodiversité marine. Pour en parler, j'ai le plaisir de passer la parole à 3 chercheuses en sciences océaniques, et Virginie Thierry, Laetitia Edouin et Yun Shin. Donc, on va commencer avec l'intervention de Virginie Thierry qui va nous parler plus précisément de l'océan physique. Donc, Virginie, à toi la parole. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler du rôle majeur de l'océan sur le climat et ce que nous faisons en sciences océaniques pour finalement guider nos actions dans ce monde en pleine mutation. Donc, d'abord, l'océan est un régulateur et le régulateur du climat de notre planète. C'est un thermostat géant, on va dire, qui contribue à modérer, non, à moduler, à réguler le climat de la planète. Donc, il va emmagasiner l'énergie solaire et via la circulation océanique, l'océan va transporter la chaleur entre les zones tropicales et les zones polaires. Donc, typiquement, des courants comme le Gulf Stream transportent l'eau chaude emmagasinée dans les tropiques vers les pôles, et puis des courants profonds vont exporter le froid depuis les zones polaires vers les zones tropicales. Et donc, la circulation océanique, à l'image d'un tapis roulant, contribue à redistribuer cette chaleur
à l'échelle de la planète. Il faut savoir aussi que l'océan a une très grande inertie, c'est-à-dire qu'il va se réchauffer et se refroidir lentement, et les signaux qui vont pénétrer dans l'océan aujourd'hui vont retourner vers l'atmosphère, ils peuvent retourner dans l'atmosphère dans 1000 ans. Ensuite, l'océan est également un modérateur du changement climatique. C'est-à-dire que du fait des activités humaines, le système Terre dans son ensemble reçoit de la chaleur en excès par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on a pu montrer que quelques pourcents de cet excès de chaleur qui est reçu par le système Terre contribue à réchauffer l'atmosphère, quelques pourcents contribuent à faire fondre la glace continentale, et en fait, plus de 90% de cet excès de chaleur est stocké dans l'océan. Donc, c'est vraiment l'océan qui emmagasine l'essentiel du signal de réchauffement climatique. L'océan est également un modérateur du changement climatique puisqu'il absorbe 30% du CO2 émis par les activités humaines. Mais ces changements et ce rôle de régulateur, de modérateur, n'est pas sans conséquence sur l'océan lui-même. En se réchauffant, l'océan se dilate et ainsi il contribue à 40% du signal d'augmentation du niveau de la mer. Les 60% restants sont dus à la fonte des glaces. Également, en stockant du CO2, l'océan va devenir plus acide, ce qui peut avoir un impact sur les écosystèmes. Et ça, mes collègues vont vous en parler juste après. Et donc, ce sur quoi je travaille en forte collaboration nationale, également européenne, internationale, c'est à la mise en place d'un système d'observation de l'océan global à partir de flotteurs profileurs autonomes. Donc, ces instruments permettent de mesurer la température et la salinité entre 0 et 2000 mètres de profondeur. Et actuellement, il y a 4000 de ces flotteurs qui sont maintenus en opération dans l'ensemble des océans du monde. Et c'est les données de ces instruments-là qui nous ont permis d'estimer notamment la quantité de chaleur stockée dans l'océan et la contribution à l'augmentation du niveau de la mer. Il y a des développements technologiques qui nous ont permis donc d'étendre les capacités de ces flotteurs, et certains d'entre eux sont maintenant capables de faire des mesures jusqu'à 2000 voire 4000 mètres de profondeur, car on sait qu'une part du signal climatique est présent jusque dans les abysses océaniques. Donc on a besoin d'aller mesurer le réchauffement de ce qui se passe dans l'océan profond. Une partie de ces flotteurs sont également équipés de capteurs qui permettent de surveiller et de mesurer l'évolution des écosystèmes, et plus généralement d'avoir un accès sur des informations sur la vie dans les océans. Donc ces capteurs sont typiquement des mesures du pH, de l'oxygène ou de la chlorophylle. Donc pour conclure, en fait, nos observations et les systèmes qu'on met en place démontrent en fait ce que des scientifiques avaient déjà prédit il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire que les activités humaines ont un impact significatif sur le climat, et l'océan est un modérateur et va atténuer ces effets. Et donc nous continuons à poursuivre le travail de nos aînés pour mieux comprendre le rôle de l'océan, déterminer ou essayer de prévoir comment il va évoluer face à ces changements, et fournir des informations à la fois aux citoyens et aux décideurs pour agir d'une manière éclairée. Donc voilà, donc on n'est plus à l'heure du doute, mais plutôt à l'heure de l'action. Merci. Merci Virginie pour ces éclairages. Je vais maintenant passer la parole à Laetitia Edouin qui va nous parler plus précisément des écosystèmes coralliens en outre-mer. Bonjour, donc je suis ravie de participer à One Ocean Science pour communiquer justement sur l'importance de l'océan. On vous l'a dit, en fait, l'océan, il a un rôle clé dans la régulation du climat, mais c'est aussi le foyer de la biodiversité. Et dans cet océan, il existe des zones qui sont extrêmement riches, et c'est le cas des récifs coralliens. Même s'ils ne couvrent que 0,2% de la surface de l'océan, ils abritent plus d'un quart de la biodiversité marine. Et au-delà de la beauté que représentent les récifs coralliens, ils apportent des services vitaux à plus d'1 demi-milliard de personnes au travers de la protection côtière que jouent les barrières récifales, au travers du tourisme qui génère des revenus économiques et au travers de la pêche comme source de nourriture. Malheureusement, aujourd'hui, les récifs coralliens sont en péril. Les prévisions du GIEC nous disent que l'on peut prévoir une disparition des coraux de 70 à 99% si on a une augmentation de la température de 1,5 à 2 degrés. Et le dernier rapport qui regardait en fait, qui fait la surveillance internationale des récifs coralliens, le GCRMN, fait état d'une perte de 14% des récifs coralliens entre 2009 et 2018. Et ça, cette perte, elle est vraiment due aux épisodes de blanchissement corallien qui sont dus au réchauffement climatique.
Alors aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment primordial de se mobiliser pour la sauvegarde de ces écosystèmes et la recherche se mobilise pour continuer cet effort international de surveillance de l'état des récifs coralliens. Parce que ces données, elles sont essentielles à la fois pour identifier les récifs qui sont très vulnérables et du coup accroître leur protection, mais aussi pour identifier les récifs qui peuvent être des zones refuges et notamment des refuges climatiques et qui joueront du coup un rôle clé dans la résilience de certains récifs qui, eux, ont été dégradés. Mais aujourd'hui, face à cette grande accélération que connaît la planète dans ces changements climatiques, il est plus suffisant aujourd'hui de documenter juste le déclin des récifs coralliens et la recherche s'engage dans la recherche de solutions pour sauver les récifs coralliens. Et les solutions qu'on doit regarder, qu'on doit chercher finalement, elles doivent prendre en considération le changement climatique. Et si pendant des années, on a essayé de restaurer les récifs coralliens par rapport à leur état d'avant perturbation, aujourd'hui, il vaut mieux réfléchir à comment on peut rénover les récifs coralliens pour qu'ils soient plus à même de résister aux changements futurs. C'est-à-dire que pour cela, dans la recherche, on va regarder comment on peut identifier des coraux qui soient plus résistants au changement climatique, qui soient plus thermotolérants, comment on peut les élever en masse, comment on peut mettre en place sur le récif des substrats artificiels qui vont favoriser l'implantation des bébés coraux pour finalement aider au renouvellement des populations qui ont disparu. Alors, dans cette rénovation, en fait, on envisage aussi la création de zones récifales que l'on arriverait à protéger du blanchissement corallien. Et pour cela, on réfléchit à des solutions pour refroidir le récif ou pour créer de l'ombre sur le récif, parce qu'on sait que la création d'ombre sur le récif va limiter l'impact du blanchissement corallien. Alors néanmoins, il faut être quand même conscient qu'il n'existera pas une solution simple aux problèmes complexes que représente la disparition d'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Et donc, nous devons envisager un ensemble de solutions qui doivent être co-construites avec les différents acteurs de la société civile, que ce soit des gestionnaires, des politiques, des associations. Et il faut surtout intégrer finalement l'humain à la sauvegarde des récifs coralliens et planifier des actions communes de gestion, d'adaptation et de rénovation de ces écosystèmes. Les récifs coralliens, c'est un peu des sentinelles de l'océan. Ils sont le reflet de nos actions sur l'environnement. Ils reflètent aussi les grands enjeux de la biodiversité et de l'humanité dans l'ère de l'Anthropocène. Donc aujourd'hui, il y a plus d'un demi-milliard de personnes qui dépendent des récifs coralliens et la science et la recherche se doivent de les protéger. Et c'est aussi un des rôles de One Ocean Science qui va permettre d'expliquer et de démontrer le rôle des sciences océaniques pour la sauvegarde de cet écosystème exceptionnel. Merci. Merci Laetitia. Je passe maintenant la parole à Yunshin, qui va nous parler de la biodiversité marine aussi, mais plus par l'aspect modélisation, je crois. Merci Julie, bonjour à tous. Je pense que mes collègues, avec leurs explications, vous ont convaincu que le climat et l'océan sont intimement liés. Le climat impacte l'océan, la biodiversité qu'il abrite et ses services écosystémiques, et réciproquement, l'océan et sa biodiversité impactent le climat. C'est pour cela qu'à la veille de la COP26 climat, de la COP15 biodiversité et du One Ocean Summit, il est extrêmement important de réitérer ce message d'interdépendance entre le climat, l'océan et les sociétés humaines. Et ce qui va être déterminant pour l'avenir de nos océans est premièrement notre capacité à comprendre le fonctionnement du système océan dans sa globalité, car tout est interrelié, et deuxièmement, notre capacité à gérer de manière intégrée et intersectorielle l'ensemble de nos activités sur l'océan. Alors, jusqu'à présent, la pêche a induit les plus fortes pertes de biodiversité marine, mais c'est aussi bien sûr le changement climatique qui a des impacts négatifs croissants, la pollution et les usages du littoral. Alors, prenons la pêche et le changement climatique comme facteur de pression et je vais vous donner très rapidement deux exemples d'interaction. Le premier exemple concerne l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Les modèles scientifiques, qui sont de plus en plus sophistiqués, ont montré récemment que si on ne réduit pas significativement nos émissions de gaz à effet de serre, il faut s'attendre à une baisse de biomasse de poissons de l'ordre de 20% d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, vous en conviendrez, ni pour la biodiversité, ni pour la sécurité alimentaire, d'autant plus que ces projections ne tiennent pas compte des impacts négatifs croisés de la pêche, de la pollution et de la destruction d'habitats. Et il faut d'autant plus s'en inquiéter que cette baisse est extrêmement exacerbée dans toute la zone intertropicale, là où vivent les populations humaines les plus pauvres de la planète et qui dépendent très fortement des ressources halieutiques.
Mais réciproquement, l'exploitation de la mer peut aussi avoir un impact sur le changement climatique. Alors, prenons l'océan profond. Cette partie de l'océan, au-delà de 200 mètres de profondeur, qui représente 95% du volume total de l'océan, c'est le plus grand biome de la planète, le plus méconnu également, et il constitue le plus grand stock de carbone d'origine anthropogénique après l'atmosphère. Eh bien, cet océan profond fait l'objet de convoitises avec sa manne de poissons mésopélagiques dont la biomasse serait 10 fois plus importante que celle pêchée plus en surface. Or, ces poissons mésopélagiques participent à ce qu'on appelle la pompe biologique qui permet de séquestrer le carbone en eau profonde et dans les grands fonds océaniques pendant des décennies, des siècles et des millénaires. Eh bien, si l'exploitation de ces poissons mésopélagiques venait à se développer à l'échelle industrielle, nous ne savons pas encore aujourd'hui précisément quelles seraient les conséquences lourdes qu'il pourrait y avoir sur le relagage du carbone dans l'atmosphère et donc sur le système climat. Alors, tous ces travaux sont en cours dans de nombreuses équipes scientifiques dans le monde, mais alors que les observations des océans profonds s'améliorent, alors que les modèles s'affinent pour quantifier le rôle de la pompe biologique, ne répétons pas les mêmes erreurs que par le passé en exploitant une ressource sans tenir compte de son rôle dans le fonctionnement des écosystèmes et sans tenir compte des nombreux services écosystémiques rendus aux sociétés humaines. Le message que je veux porter est que des mesures d'atténuation du changement climatique existent aujourd'hui, ainsi que des mesures de meilleure gestion et de conservation des écosystèmes. Et à l'aide de nos modèles scientifiques et des données de terrain sur lesquelles ils s'appuient, nous pouvons tester les leviers et les solutions qu'il faudrait activer aujourd'hui pour nous replacer sur une trajectoire vertueuse. Je vous remercie. Merci Yunshin pour ces éclairages. Merci à vous trois. Tous vos témoignages montrent à quel point l'océan et les sciences océaniques jouent un rôle central dans la lutte contre le changement climatique. Et pour contextualiser One Ocean Science, j'ai le plaisir aussi de passer la parole maintenant à Alain Schul, directeur général délégué à la science du CNRS, pour nous expliquer comment One Ocean s'intègre dans le programme prioritaire de recherche Océan-Climat copiloté par le CNRS et l'IFREMER. Je vous passe Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'opération One Ocean Science illustre d'une part à quel point l'océan compte pour l'humanité et d'autre part la grande importance des sciences océaniques. Et c'est dans le même esprit et soucieux de soutenir les sciences marines que le gouvernement français a investi 40 millions d'euros dans un programme prioritaire de recherche intitulé « Un océan de solutions ». Les grands objectifs de ce PPR sont de mieux comprendre le fonctionnement de l'océan en anticipant son évolution sous le stress induit par les activités humaines. Il s'agit aussi, in fine, de proposer des adaptations à ces changements, comme par exemple celui induit par l'inexorable montée du niveau des mers sur les littoraux. Des solutions sont aussi attendues de la part de la communauté scientifique pour diminuer l'exposition des organismes marins aux divers stress et pollutions et pour une exploitation plus raisonnée des mers, que ce soit la pêche ou les ressources minières. Un enjeu majeur sera de préserver, voire de rétablir la biodiversité marine, déjà très impactée par nos activités. On le voit bien, ce programme prioritaire de recherche s'inscrit totalement dans la ligne de One Ocean Science. Le PPR propose à la communauté scientifique de se structurer en consortium de chercheurs autour de défis scientifiques clés et sur des territoires géographiques ciblés, les territoires d'outre-mer, l'océan profond, les océans polaires, les zones marines et côtières métropolitaines vulnérables. Une attention particulière sera portée aux approches méthodologiques transverses et innovantes, observation, données et aussi modélisation. Et comme le disait François Ollier dans son introduction, un volet très important du PPR sera mis sur l'interface entre sciences et société, et ceci afin d'impliquer la société civile dans la protection et la valorisation de l'océan. L'action One Ocean Science s'inscrit totalement dans ce défi spécifique. Elle souligne aussi le fait que l'océan ne peut s'étudier avec efficacité que de façon interdisciplinaire, collaborative et internationale. En donnant une visibilité mondiale des recherches menées sur l'océan dans le cadre du programme prioritaire de recherche, One Ocean Science illustre parfaitement l'importance de ces enjeux et aussi que la mobilisation nationale autour de ce PPR est centrale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Schul. Pour conclure cette conférence de presse, j'ai le plaisir de passer la parole à Valérie Verdier, présidente directrice générale de l'IRD. Donc, je vous laisse le mot de la fin.
mon micro. Oui, merci Julie et merci à tous. Avant toute chose, je voulais moi vous remercier très sincèrement l'IFREMER et son président pour l'invitation qui nous a été faite à l'IRD à porter conjointement avec le CNRS cette belle initiative au One Ocean Science. Cette initiative, on l'a vu, elle montre vraiment la capacité des acteurs français de la recherche à se coordonner, à s'unir, à parler d'une seule voix, à œuvrer en commun pour un intérêt supérieur qui est celui de l'océan. Et nous l'avons déjà, je pense, parfaitement illustré autour de l'agenda de la biodiversité du climat dès cette année, notamment à l'UICN, où un certain nombre d'entre nous étaient présents et portaient déjà ce message pour l'océan. Mais aujourd'hui, nous unissons nos forces et nos voix pour l'océan. Un océan qui fait non seulement partie intégrante des enjeux autour du climat et de la biodiversité, on l'a entendu par nos trois chercheuses, mais l'océan qui en contient aussi les clés et sans doute aussi les solutions autour de ces enjeux climat et biodiversité. Donc, ce que je voudrais dire aussi à l'IRD, mais comme pour les 36 partenaires de la recherche des 33 pays qui sont mobilisés, même 37 partenaires, j'ai entendu, l'océan et les sciences océaniques comptent. Et cette initiative, One Ocean Science, elle se veut vraiment l'ambassadrice d'une conscience collective, internationale, et qui relaie la voix des sciences océaniques à destination de nos concitoyens et qu'on espère du plus grand nombre possible autour de la planète. Et cette ambition, elle est pas seulement française, elle est la même partout dans le monde à l'heure où je vous parle. Donc, nous avons un mot d'ordre commun, on l'a entendu, le One Ocean Science, qui permet de mettre vraiment en lumière la diversité de nos approches par lesquelles la communauté scientifique du monde entier s'emploie à préserver vraiment ce bien de l'humanité qu'est l'océan, un bien de l'humanité. Donc, le One Ocean Science, il démontre aussi combien l'ensemble de nos scientifiques, ils éclairent par leurs recherches les décisions en faveur de la lutte contre le changement climatique, comment cette communauté de scientifiques œuvre à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité océanique, mais aussi comment ils tentent de déterminer, je dirais, les conditions les plus soutenables et les meilleures conditions possibles de la durabilité des activités humaines et des sociétés qui sont impactées à l'heure actuelle et qui seront impactées par le changement climatique. Donc, les interventions de mes collègues montrent combien l'océan nous importe et doit vous importer, doit importer tout le monde, et en quoi les approches développées sont vraiment complémentaires pour comprendre et protéger l'océan. Alors, on a entendu Virginie nous parler de l'océan régulateur et modérateur, et j'ai bien aimé le terme aussi, le thermostat géant qu'est l'océan. On a entendu aussi Youn et Laetitia sur l'océan des écosystèmes et de la biodiversité et l'importance notamment des récifs coralliens sentinelles de l'océan. Et on a entendu aussi Alain nous parler des outils qui illustrent la politique scientifique nationale et qui est absolument nécessaire pour coordonner nos actions et qui va nous aider, le PPR, à formuler des réponses concertées et surtout des solutions pour éclairer aussi les décideurs. Donc la science, elle apporte cet éclairage, quand aussi elle apporte un autre éclairage dont on n'a peut-être pas parlé, mais sur l'appréhension des sociétés, sur ce bien commun qu'est l'océan, et le rapport que ces sociétés entretiennent avec l'océan. Donc les approches que nous défendons tous, et absolument tous autour de cette table, c'est à travers notre interdisciplinarité, c'est aussi le prisme de la science de la durabilité, et c'est comment on va favoriser par ces approches-là l'écoute aussi des savoirs locaux et des attentes des populations envers la science. Car je pense que si l'océan est un bien commun universel, il y a aussi des particularismes dans nos zones d'intervention, qu'elles soient sous les tropiques, en outre-mer, qui imposent aussi un regard spécifique et adapté aux écosystèmes sur lesquels nous travaillons. Donc la démarche One Ocean Science, pour conclure, elle s'inscrit, comme ça a été dit par François, elle s'inscrit pleinement dans la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Et je reprends le slogan qui est la science dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons, mais c'est aussi, et je reprends dans l'autre sens, c'est la science que nous voulons pour l'océan dont nous avons besoin. Car je pense que l'heure est vraiment à l'engagement. Il faut qu'on s'engage plus encore, il faut qu'on agisse immédiatement en faveur de l'océan et des écosystèmes qui le composent
pour le bien de la planète, du climat, mais surtout et avant tout des populations. Donc, rappelez que le site internet de l'initiative et nos réseaux sociaux vont permettre de mieux sensibiliser, d'apporter aussi des éléments de compréhension sur ces enjeux. Et donc, d'ici au 5 novembre, comme l'a dit François Houillet, d'ici au 5 novembre, qui sera vraiment la journée dédiée à l'océan lors de la COP26 de Glasgow, moi, je vous invite à visiter le site. Je pense qu'il sera remis dans le chat, mais le site oneoceanscience.com qui est maintenant en ligne. Voilà, pour conclure, nous disposons, on a entendu, d'un océan de solutions pour le monde, pour répondre à la dénomination du PPR, mais car l'océan compte, mais l'océan compte aussi sur nous. Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Verdier. Le temps de présentation touche à sa fin. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Vous avez certainement des questions sur One Ocean Science. J'en profite pour vous informer que Catherine Jandel, chercheuse en géochimie marine au CNRS et copilote du programme prioritaire de recherche Océan-Climat, est dans la salle de discussion pour répondre à vos interrogations également, notamment sur le PPR Océan-Climat. Donc, je vous invite maintenant à lever la main si vous souhaitez prendre la parole en cliquant sur l'icône réaction. Bon, il y a quelqu'un. Monsieur Brally, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien, merci. Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais juste une petite question pour mieux comprendre, si on peut nous expliquer, mieux comprendre l'articulation entre le PEPR Un seul océan, je crois qu'il s'appelle comme ça, et cette initiative-là, et aussi peut-être une question sur où en est l'avancement de ce PEPR Océan qui a été lancé il y a déjà un moment, je crois. Voilà. Je ne sais pas si M. Houillet ou Mme Verdier ou M. Schul, vous avez des informations sur ce… Je peux dire un mot, mais je pense que Catherine Jandel pourra compléter. Ah, Catherine. Donc, parce qu'elle co-dirige effectivement le PPR Un océan de solutions avec Anne Renaud. Donc, le programme prioritaire de recherche Océan-Climat, avec un intitulé particulier, Un océan de solutions, a donné lieu à un appel à projet de l'Agence nationale de recherche qui a été lancé en juin dernier, c'est ça, le 8 juin dernier, Journée mondiale de l'océan, qui sera clos d'ici quelques semaines, en novembre, pour autour de 7 grands défis que Alain Schul a rappelé tout à l'heure. Donc, ils concernent différents terrains ou différentes grandes zones et puis différents défis thématiques particuliers. La raison pour laquelle, au-delà de l'alignement thématique, One Ocean Science est soutenu par le PPR Océan-Climat, c'est parce que le 7e défi de ce programme prioritaire de recherche, c'était de parler aux citoyens, avec les citoyens, d'avoir une interaction avec la société civile au sens large. Et donc, l'idée générale qu'on avait dans One Ocean Science, c'était effectivement que des scientifiques, et tout à l'heure, Laetitia Edouin, Yun Chin, Virginie Thierry l'ont illustré, parlent des recherches qu'elles mènent, des choses qu'elles connaissent, des solutions qu'elles proposent, mais aussi que ces scientifiques parlent dans un langage qui soit accessible à la communauté, enfin au grand public. Et donc, il y avait bien là quelque chose qui nous permettait, a priori, de partager nos connaissances et nos savoirs avec un public plus large, d'où l'articulation entre One Ocean Science et puis le programme prioritaire de recherche. Et puis, une autre attente du programme prioritaire de recherche, c'était d'avoir une sorte de, pas une sorte, mais une visibilité internationale, un rayonnement international. Et donc, d'une certaine façon, en se mobilisant, en sollicitant les partenaires de l'IRD, les partenaires du CNRS, les partenaires de l'IFREMER pour qu'ils participent à ce mouvement très large, eh bien, on donne aussi à voir les sciences de l'océan et les sciences du climat à un public très large, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Vous avez vu que les vidéos, si vous avez regardé le site web, elles sont dans la langue du chercheur. Il s'exprime en anglais, en allemand, en arabe, enfin dans différentes langues. Tout est sous-titré en anglais. Donc, il y a bien cette idée qu'on a la capacité de toucher un très grand nombre de personnes.
mais peut-être que Catherine peut dire plus de choses sur le PPR et son actualité. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci déjà François pour cette introduction sur le PPR. Donc, ce n'est pas un PEPR hein, pour être bien précis, il s'appelle ce programme prioritaire de recherche s'appelle Un océan de solutions. Et à ce jour, puisqu'il a été lancé le 8 juin et l'appel d'offres est clos le 18 novembre, à ce jour, nous avons entre 22 et 24 propositions, c'est-à-dire en fait, ce sont des porteurs, ce que l'on appelle dans notre jargon des PI, hein, donc des porteurs de projets qui, sur une question donnée, que ce soit sur l'Arctique, sur l'outre-mer, en lien avec la désoxygénation des océans, par exemple, ou les microplastiques, réunissent un consortium de collègues pour appréhender la question de façon transdisciplinaire. Donc, il leur est demandé d'une part d'avoir leur défi principal en microplastique et ensuite aussi de proposer dans le consortium une façon d'attaquer la question qui fédère les collègues d'autres disciplines, on va dire sciences économiques, anthropologie, ça dépend totalement du thème, du terrain sur lequel ils travaillent. Donc, on est à votre disposition pour répondre à plus de questions, mais on saura définitivement combien sont allés au bout du marathon 8 juin, 18 novembre, le 18 novembre, en fait. Donc, actuellement, on a à peu près 22 porteurs de projets qui travaillent comme des fous pour construire leur consortium. Merci beaucoup. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Sophie Becherel. Sophie, oui. Vous pouvez prendre la parole, Sophie. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Très bien. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris parce que si les équipes de chercheurs ne sont pas dans ce PPR, est-ce que d'une manière ou d'une autre, elles vont être absorbées, englobées, enfin suivies par l'initiative One Ocean Science? Et par ailleurs, je ne vois pas l'INRAE comme grand organisme. Or, l'agriculture et les océans, il y a quand même aussi des liens et des impacts de l'agriculture sur notamment les littoraux. Alors, qui souhaite répondre? Je veux dire peut-être un mot. Oui, vas-y François, puis après. Première chose, je pense que, comment dire, One Ocean Science, on a vraiment voulu que ce soit une initiative de portée internationale. Donc, on n'a pas voulu surreprésenter la France. Sur les 37 établissements partenaires qui ont chacun contribué par une vidéo particulière, il y en a 4 qui sont français, 2 qui sont américains, et puis tous les autres, il y a une vidéo par institution et par pays. Donc, il y avait cette idée de ne pas surreprésenter la France. Le 4e établissement français, c'est le CNES, Centre national d'études spatiales, et Annie Cazenave qui nous parle justement de l'altimétrie et de la maçon dont on mesure l'élévation du niveau de la mer. Donc, ça ne veut pas dire que tout est… Vous n'allez pas trouver dans les 37 vidéos, vous n'allez pas trouver la totalité de la communauté scientifique qui travaille sur l'océan et le climat simultanément. Vous allez trouver 37 flashs particuliers ou 37 regards particuliers. Alors, l'idée qu'on peut avoir par la suite, c'est que si effectivement ce mouvement est général, on pourra toujours se poser la question de savoir comment enrichir progressivement. Ça nous a déjà demandé un petit peu d'énergie. Je dis au passage que je tiens à remercier celles et ceux qui ont travaillé sur ce sujet. Je ne vais pas tous les nommer, mais voilà, outre Julie qui est là, il y a Géraldine Guivic et puis des collègues du CNRS, de l'IRD qui ont aussi beaucoup œuvré, Théo Tanguy aussi. Voilà. Ça a déjà demandé pas mal de travail que de faire cette édition de 37 vidéos. Donc, s'il y en a d'autres qui viennent, on est prêt à les inclure, en tout cas dans le principe. L'idée aussi qu'on avait, c'était qu'avec 37 regards différents de 37 institutions différentes, on devait pouvoir couvrir la diversité des sujets. Ici, l'océan profond, là, l'impact sur les populations de poissons, ailleurs, l'acidification, ailleurs, la désoxygénation. Enfin, on avait la capacité, en tournant d'un pays à l'autre, d'avoir finalement la couverture de l'ensemble des questions qui peuvent se poser. Alors, évidemment, après, l'agriculture ou les activités humanitaires ont un impact très important sur
sur l'océan, c'est tout à fait vrai. Donc, je peux d'ailleurs imaginer que dans le cadre du programme prioritaire de recherche dont Catherine nous a parlé, il y a des projets qui puissent impliquer des chercheurs qui sont à terre, par exemple, sur la thématique de l'exposome. Donc, en gros, de tout ce qui est les contaminations et les pollutions, on peut imaginer qu'il y ait des chercheurs d'autres établissements que les 3 qui sont présentés ici ou les universités marines qui s'impliquent dans les actions. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Sophie Becherel, mais peut-être que Catherine pourra compléter à nouveau ou Alain. Je ne compléterai pas sur la raison pour laquelle l'INRAE n'est pas associé. Ce qui compte dans One Ocean Science, c'est le côté rayonnement mondial de la préoccupation de l'océan vis-à-vis des sociétés. Ce qui compte pour le PPR, c'est de faire en sorte que la communauté nationale se structure. Alors, pour certains groupes sont déjà assez structurés. Hein. Quand on organise une campagne en mer et qu'on met une 50aine de chercheurs ensemble, on les réunit de plusieurs laboratoires et tout. Mais dans d'autres domaines, et en particulier dans le côtier, ce n'était pas aussi structuré que ça. Donc, c'est important aussi d'avoir des consortiums qui se créent. Et l'autre chose qui n'était pas structurée, c'était l'inclusion avec les sciences humaines, qui est une demande assez explicite du PPR de tenir bien compte du fait que la société est directement concernée par l'océan, ce qui n'est pas toujours perçu, et par la société elle-même qui va à la plage, mais qui n'est pas forcément... le citoyen n'est pas forcément concerné par l'océan du large. Et donc, ça, c'est vraiment important dans la construction des consortiums. Et ce sont des consortiums de recherche. Et par rapport à la question, est-ce que tout le monde est inclus dans le PPR, dans la communauté scientifique? Non. Mais il reste une océanographie à côté. Pas plus tard qu'hier, j'ai examiné un projet sur la pompe biologique de carbone dans l'océan Sud. Bon, ben, il n'est pas, lui, directement impliqué. Le porteur n'est pas impliqué dans le PPR, mais il pourra avoir très probablement des financements pour faire ce qu'il fait. Et tout le volet paléocéanographie aussi se retrouvera quand même à côté de ce PPR, parce qu'il y en a quand même très peu qui sont inclus dans un océan qui se tourne plutôt vers le futur, une océanographie qui va plutôt vers le futur. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter. Si je peux ajouter juste un petit point, vu l'immensité des problèmes scientifiques qu'on a devant nous, il est clair que les 40 millions d'euros que l'État a mis dans la balance, c'est quelque chose d'important, mais c'est largement insuffisant pour résoudre tous les problèmes. Donc, le choix qui a été fait sur ce PPR, c'est d'identifier un certain nombre de défis. Il est clair qu'il y a d'autres défis et nous allons essayer de trouver les moyens pour financer ces autres défis par ailleurs. Hein, mais l'idée était de ne pas saupoudrer pour donner des moyens importants pour donner des solutions à un certain nombre de défis qui ont été identifiés par la communauté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Moi, je peux me permettre une petite question. Est-ce que, c'est des questions peut-être plutôt pour Yunchin, Laetitia Edouin et Virginie Thierry, est-ce que les impacts du changement climatique sont les mêmes dans tous les océans? Justement, est-ce que, enfin, on parle d'un océan unique, mais dans l'Atlantique Nord, est-ce qu'on voit des choses similaires avec l'hémisphère sud ou des choses très, très variées? Je peux répondre pour la partie physique. En fait, voilà. Donc effectivement, il y a une très grande variabilité régionale, c'est-à-dire que les signaux du changement climatique vont pénétrer de manière préférentielle dans certaines régions, donc typiquement en Atlantique Nord et dans l'océan austral. Donc c'est les endroits où le réchauffement, où le carbone anthropique va pénétrer dans l'océan, et ensuite il va être redistribué dans l'ensemble des océans via la circulation océanique. Donc effectivement, il y a des endroits qui vont être des puits ou des endroits où il y a les signaux qui pénètrent, et puis après, il y a justement la dynamique océanique qui contribue à redistribuer la chaleur, le CO2. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de bien comprendre le fonctionnement de l'océan, au moins d'un point de vue physique, pour ces aspects-là, pour comprendre quels sont les mécanismes qui permettent la pénétration de ces signaux dans l'océan, et ensuite les mécanismes qui vont contribuer à la redistribution ou au retour vers l'atmosphère. Donc non, tout ne fonctionne pas de la même manière. Donc il y a des régions qui sont étudiées en priorité parce que justement c'est là où les signaux pénètrent. Voilà.
Je peux compléter, il y a des fortes Merci. disparités, donc au-delà de la physique, c'est toutes les conséquences sur la biodiversité et les populations humaines. Il y a donc tout ce qui a trait à la production primaire, secondaire et la production de poissons, donc avec des impacts directs sur les sociétés humaines. Et là, donc, comme je disais, c'est toute la zone intertropicale qui est le plus affectée. En revanche, on projette des augmentations potentielles de biomasse près des pôles. Et là encore, c'est un signal d'alerte en se disant, bon, certes, il y a une biomasse qui augmente, mais faisons attention justement à une gestion soutenable de ces nouvelles ressources potentielles. Il y a des espèces invasives, d'espèces thermophiles qui vont apparaître dans certaines régions. Bien souvent, il est plus facile d'observer l'apparition de nouvelles espèces qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, plutôt que les pertes d'espèces qui vont aller vers des latitudes des eaux plus froides. Il y a des conséquences sur les populations humaines qui vivent sur le littoral. Près d'un tiers des populations vivent à moins de 100 km de la côte. Donc ça, c'est quelque chose qui va impacter toutes les activités humaines le long du littoral. Il y a des questions relatives à l'oxygène, sur l'apparition, l'expansion de zones à faible teneur en oxygène avec des conséquences directes avec tous les organismes qui vivent dedans. Il y a des conséquences sur l'acidification. Et là encore, pas tous les organismes sont sensibles de la même manière à l'acidification. Et il y a la manifestation du changement climatique sous forme de vagues de chaleur. Et là encore, pas tous les écosystèmes, pas tous les organismes sont sensibles de la même façon. Donc, globalement, on parle de l'océan global, du changement climatique global, mais ces manifestations sont vraiment différenciées dans l'espace. C'est extrêmement hétérogène. Et certaines populations vont souffrir plus que d'autres. Merci. Merci pour vos réponses. Il y a Julia Toussaint de Ouest France qui aurait une question. Julia, je vous laisse prendre la parole. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous attendez du One Ocean Summit qui se tiendra à Brest. Comment est-ce que vous accueillez la nouvelle? Et est-ce que la question de la haute mer qui sera centrale, voilà, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce que vous-même, vous travaillez là-dessus? Sur la régulation autour de la haute mer? Alors, qui souhaite répondre? Peut-être M. Houillet dans un premier temps et peut-être ensuite CNRS-IRD sur les questions de la haute mer. Disons que d'abord, le One Ocean Summit est une traduction assez claire de l'intérêt que la France porte aux enjeux que nous sommes en train de partager. Alors, enjeux océaniques, enjeux scientifiques, enjeux de connaissances, mais aussi enjeux maritimes, enjeux géopolitiques, géostratégiques. Donc, je crois que c'est une forme de reconnaissance de l'importance de ces sujets-là. Donc, de ce point de vue-là, on va considérer, surtout pour un établissement comme l'IFREMER, dont le seul mandat est de travailler sur ces questions, que c'est effectivement bienvenu et que c'est positif. Sur la question, ce qui est à peu près certain, je ne connais pas encore le programme qu'il y aura au moment de ce One Ocean Summit, qui sera sans doute calqué sur ce qui s'est passé pour certains One Planet Summit, c'est-à-dire un petit nombre de sujets discutés dans le cadre de ce sommet, mais essayant de déboucher sur des conclusions aussi concrètes que possible. En revanche, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y aura quelque chose qui tournera autour de la connaissance et des enjeux scientifiques. En tout cas, si on a entendu, enfin, comme on l'a fait, le président de la République parler à la fois à Marseille et puis ensuite aux assises de l'économie de la mer, c'est très probable qu'il y aura donc quelque chose sur la connaissance de l'océan. Et après, pour revenir sur votre question des enjeux de la haute mer, c'est, je crois, d'abord un enjeu de négociation, donc c'est plutôt au départ quelque chose de diplomatique qui mobilise plutôt voilà, le monde des affaires étrangères au sens large, au sens le plus noble du terme. En même temps, je sais qu'il y a des chercheurs de nos établissements, CNRS, IRD et IFREMER, ou d'universités, qui ont été mobilisés pour accompagner, entourer l'ambassadeur qui était chargé du côté français de cette négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas les scientifiques qui vont mener cette négociation, mais ceux qui la mènent ont eu besoin de s'entourer de scientifiques pour bien comprendre quels pouvaient être les enjeux de la biodiversité au-delà des juridictions nationales, donc de la biodiversité en zone de haute mer. Pour compléter peut-être ce que tu disais, François, sur nos collègues juristes, on a beaucoup de collègues juristes qui travaillent sur ces questions de négociations diplomatiques, politiques sur la haute mer et sur la biodiversité. Donc, il y a aussi l'organisme, il y a l'IDRI qui travaille beaucoup sur ces questions.
internationale. Effectivement, une forte communauté se mobilise. En ce qui concerne donc la haute mer et puis les ressources en eau profonde, donc j'ai parlé des poissons mésopélagiques, c'est qu'un exemple parmi d'autres. On sait très bien effectivement qu'il y a aussi de fortes prospections sur les ressources, des ressources minières. Tout ce qui est tapis les fonds des océans, les nodules polymétalliques, les encroûtements de cobalt, etc. Là aussi, il y a une forte exploration et de fortes attentes d'industriels pour développer des exploitations minières. Donc, beaucoup d'approches de précaution à avoir, puisque, comme je vous le disais, les connaissances scientifiques sur les conséquences de ces différents types d'exploitation sont encore méconnues, mais le potentiel d'impact est énorme sur différents aspects. Donc voilà, donc il faut effectivement être extrêmement présent, extrêmement prudent. Voilà. Si je rajoute juste un mot sur la question de Julia Toussaint, sur ce qui sera attendu sur la négociation dite BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, au One Ocean Summit, je pense que ce qui est attendu, c'est une réaccélération et un réengagement des États sur cette négociation. C'est peut-être pas un scientifique de l'exprimer, mais c'est une négociation qui est maintenant engagée depuis plusieurs années, qui, pour des raisons variées, dont la Covid, a un petit peu ralenti. Et je crois que si ce sujet-là, comme c'est probable, est effectivement à l'agenda de la conférence, du sommet, ce sera pour essayer d'engager une réaccélération et essayer d'aller vers un aboutissement de la négociation dans un délai raisonnable. Après, je ne suis pas qualifié pour dire ce que c'est qu'un délai raisonnable, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais pour sortir un peu du statu quo et du faux plat dans lequel nous nous trouvons actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sophie Becherel, vous pouvez prendre la parole. Oui, pardonnez-moi, je pense que j'ai l'esprit extrêmement embrumé parce que les idées ne sont pas claires. Je reviens donc sur ce qu'est cette initiative One Ocean Science. Catherine Jandel disait fédérer les équipes, ou fédérer la communauté, structurer la communauté, mais donc c'est pas ça. Cette initiative, il ne s'agit pas de structurer puisque tout le monde n'entre pas dedans. Est-ce que c'est juste la partie lisible à destination du grand public des enjeux que représente l'océan et de l'importance des recherches à y mener? Est-ce que c'est ça, One Ocean Science? Ou est-ce que c'est plus que ça? Et pourquoi il y a un appel, dans le mail qu'on avait reçu, il y a un appel à faire connaître cette affaire-là? Si je le dis simplement, je m'excuse de monopoliser la parole, mais d'autres pourront compléter. D'abord, et j'ai commencé comme ça, l'océan est rentré à la COP 21, dans les COP, il n'y était pas avant. Donc, ça n'est pas quelque chose d'inné et d'acquis spontanément que de considérer que l'océan joue un rôle important vis-à-vis du changement climatique ou du dérèglement climatique. Dans le monde de la communauté de l'océan, c'est quelque chose de considéré comme connu, mais au dehors, ça ne l'est pas complètement. D'où l'appel. Et l'appel, c'est de dire, ben oui, on sait des choses, je crois que ça a été très bien illustré par nos collègues tout à l'heure, on sait des choses sur les interactions de l'océan et du climat, sur son rôle régulateur et sur les menaces qu'il subit en retour. Et donc, il faut que ces choses-là soient partagées, qu'elles soient connues, qu'elles soient… voilà. Donc ça, je crois que c'est le premier, c'est la raison de l'appel. Et d'une certaine manière, l'appel est entendu. On ne l'a pas mis en ligne pour l'instant, mais on a appris hier que John Kerry, qui est au courant de l'initiative One Ocean Science, trouvait cette initiative intéressante et même qui était en train de préparer, on a même peut-être vu, certains d'entre nous, la vidéo qu'il a préparée pour dire tout bien qu'il en pensait. Donc il y a bien une idée un peu d'appel, puis il y a aussi la deuxième idée qui vient d'être évoquée, la première, qui est de partager, de faire savoir au plus grand nombre la diversité de ces interactions entre l'océan et le climat. Si vous allez voir les films, vous en verrez un, je pense que les Canadiens nous parlent de l'Arctique, je pense que les Norvégiens nous parlent de l'impact du changement climatique sur les populations de poissons dans les eaux froides et sur la pêche. D'autres parlent du montée du niveau de la mer. Enfin, voilà. Donc, il y a une diversité de sujets et de pays
Et je crois que c'était aussi ça qu'on voulait pouvoir illustrer. On voulait aussi fournir des éléments à chacun de nos collègues. Moi, j'étais récemment en Tunisie. Voilà, une collègue de l'INSTM a fait une vidéo qui est dans One Ocean Science. On veut que nos collègues tunisiens puissent se servir aussi de cet ensemble de vidéos vis-à-vis de leur propre pays. Et je prends le cas de la Tunisie, mais ça serait vrai de l'Allemagne. J'étais en Allemagne jeudi dernier. Nos collègues de Guillaume sont mobilisés sur le même genre de sujet que CNRS, IFREMER et IRD. Et ils sont heureux de pouvoir utiliser ce jeu de 37 vidéos pour aussi, dans leur pays, porter le même genre de message. Donc, c'était bien un mélange de ces deux choses-là pour répondre à la question de Sophie Béchal. Il y a bien une dimension d'appel et puis il y a aussi une dimension de partage avec des citoyens. Moi, ça change pas. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Après, le PPR, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est une initiative nationale portée par le gouvernement français pour encore plus impulser des consortiums sur des défis, mais de la communauté nationale, évidemment qui peut collaborer avec ses collègues étrangers, mais on n'est pas dans la même logique de diffusion de communication au grand public. Merci. Est-ce qu'on peut prendre éventuellement une dernière question? S'il n'y a pas de dernière question, je pense que la conférence va toucher à sa fin, de 14h30. Bon, eh bien, je vous remercie à toutes et tous pour vos questions et vos témoignages. Notre conférence donc se termine. Elle sera disponible demain en replay sur la chaîne YouTube de l'IFREMER. Nous vous rappelons l'adresse du site web One Ocean Science, donc oneoceanscience.com, sur lequel vous retrouverez toutes les informations et toutes les vidéos des participants à cette campagne internationale. Donc, je vous donne rendez-vous sur ce site et sachez que la campagne se poursuit jusqu'au 5 novembre sur nos réseaux sociaux. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On pourra vous mettre en relation avec les différents intervenants. Merci à tous.